Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 11 décembre. Au sommaire aujourd'hui, on s'intéresse à Burtigny où une coopérative d'habitation voit le jour. Les futurs habitants vont participer à tout le processus du début jusqu'à la fin et surtout en passant par la construction de 10 logements. On en parle aujourd'hui avec la syndic de Burtigny, Valérie Jean-Renaud. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. On en parle également avec vous, Isabelle Morgado. Vous êtes une future coopératrice. À tout de suite et merci d'être en notre compagnie. Ensuite, on ouvrira une page sport. On parlera notamment du BBC Nyon avec le coach Stéphane Ivanovic qui nous rejoindra sur ce plateau puisque dimanche au Rocher, le BBC Nyon n'a pas fait le poids face à Massagno en s'inclinant 62-81. Bientôt à mi-saison, les Nyonnais ont connu des hauts et des bas et sont actuellement au milieu du tableau avec une 5e place. Ensuite, on ira voir Alexandre, mon beau sapin, mon roi des sapins. Où es-tu aujourd'hui ? Salut Andrea, et oui, tu te poses certainement la question, comme beaucoup de gens, les sapins de Noël qu'on va chercher dans les communes de la région, du district de Nyon, dans les villages, d'où ils viennent. Surtout que dans nos forêts, il y a quand même beaucoup de sapins. Alors est-ce que ces sapins de Noël qui vont atterrir dans notre salon proviennent directement de nos forêts ici dans le district de Nyon? On va voir ça, on va répondre à cette question avec le garde forestier membre de l'AGFOR, Maxime Schumacher, tout à l'heure. Une coopérative d'une dizaine de logements voit le jour à Burtigny. Les futurs habitants participent à tout le processus. Et la semaine dernière, les conseillers généraux ont octroyé à une large majorité un droit distinct et permanent concernant un droit de superficie en faveur de cette coopérative d'habitation intitulée Pied-Crièche. C'est comme ça qu'on dit, Isabelle ? Coipigri. D'accord. Coopérative d'habitation de la Pie-Grièche. De la Pie-Grièche, voilà qui est dit à juste titre et plus joliment. En résumé, Valérie Jean-Renaud, la commune est propriétaire de ce futur bien, mais n'aura pas à investir financièrement. Alors la commune est propriétaire du terrain. Elle ne sera pas propriétaire de la coopérative. Dans la coopérative, ce sera un projet privé. Ce projet, en fait, on y travaille depuis 8 ans. Parce que normalement, les coopératives se trouvent plutôt en ville. Et puis, il fallait amener l'idée de valoriser au mieux le terrain à Burtigny. Donc, l'idée a fait son chemin dans la tête des conseillers, des habitants. On a vu qu'au début, il y a 8 ans, c'était pas joué d'avance. Et puis, 8 ans après, on a passé le droit distinct et permanent au Conseil général, et c'est vrai que c'était accepté à une large majorité. Alors c'est vrai que c'est des projets qu'on a plutôt l'habitude de voir justement en ville. Qu'est-ce qui coinçait peut-être au départ, que vous disiez, ça fait 8 ans que ce projet est né, mais qu'est-ce qui finalement faisait avoir certaines réticences du côté des habitants de Burtigny ? Je pense que c'était un projet assez novateur pour le village. Et puis, d'un point de vue politique, en fait, c'était la meilleure manière en fait, de valoriser ce terrain, puisque au bout de 90 ans, c'est comme si on l'avait vendu 3 fois. Et voilà, il a fallu expliquer qu'est-ce que c'était une coopérative d'habitants, donc un habitat participatif, c'est-à-dire que les habitants construisent eux-mêmes leur logement en collaboration avec l'architecte. Et puis ça, c'est quand même assez novateur. Donc au début, on avait lancé un appel aux habitants de Burtigny s'ils voulaient être coopérateurs. Et puis, on était assez surpris. Dans ces petits villages, il y a beaucoup de personnes qui possèdent des biens. Et puis, ces biens, ils les fractionnent, ils les donnent une partie de terrain à leurs enfants ou des appartements à leurs enfants. Puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on se trouvait dans un village de propriétaires et pas de locataires. Donc, on a eu quasiment personne qui s'est présenté pour cette coopérative. D'où aussi la longueur du projet. Donc, il y avait l'aspect novateur dans un petit village, mais il y avait le fait de trouver aussi des coopérateurs. Ouais, ça peut paraître justement là la subtilité, parce que vous dites on est un village de propriétaires et pas de locataires. Pourtant, dans ce projet de coopérative, Isabelle Morgado, vous participez au fonds propre à hauteur de 10% en achetant des parts sociales. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Vous êtes propriétaire, vous êtes locataire. Qu'est-ce que vous êtes exactement ? Alors, on est sociétaire-locataire. Donc, on va participer à certains fonds propres. Et comment dire Donc il y a une charte qui va régir exactement. Exactement. La charte a déjà été faite au mois de mars de cette année. La coopérative aussi a été
faite au mois d'octobre. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle le Coapigri. Et puis, oui, alors, l'avantage, en fait, de ce projet, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre les 10 ou 20% quand on achète une maison. Donc là, c'est vraiment une part, on va dire environ 20 000 francs par pièce. Si vous avez un 4 pièces et demie, vous allez mettre 80 000 francs. Voilà. Personnellement, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet, Isabelle? Alors moi, c'est justement le fait que ce soit dans mon village, déjà, que ce soit, voilà, pas en ville. J'ai toujours vécu depuis plusieurs années dans un village, la tranquillité et tout. Et puis c'est aussi le fait que justement ce soit avec des principes importants, des valeurs importantes dans cette coopérative. C'est l'entraide, la solidarité. On va pouvoir être aussi intergénérationnel. Voilà, c'est vraiment cette entraide qui m'a poussée à rentrer dans ce projet. Ouais, on entendait tout à l'heure Valérie Jean-Renaud dire on est un village de propriétaires et pourtant on pourrait se poser la question, Isabelle Morgado, parce que si on comprend bien du coup, ce terrain sous forme de droit de superficie d'une durée de 60 à 99 ans, ça veut dire que concrètement vos petits-enfants ne pourront peut-être jamais habiter là-dedans. Ça vous dérange pas? Tout dépend de l'avenir aussi. On ne sait pas dans 90 ans qu'est-ce qui va se passer. Nous, notre but actuellement, c'est vraiment de valoriser ce projet, ces biens pour ces futurs coopérateurs. Valérie Jean-Renaud, on le voit, hein, c'est un processus qui est également en cours de travail, puisque tout le processus, quelque part, est à faire, de la création de la charte jusqu'à la construction. Les prochaines étapes, ça sera lesquelles? Alors, ce sera signé la convention. La commune a un siège de droit à l'Assemblée générale. Donc, en fait, elle a un droit de regard sur les finances de la coopérative, puisque à la fin des 90 ans, il faudra la coopérative devra rendre un bâtiment qui a été entretenu, qui a été soigné. La commune ne reprendra pas les dettes des coopérateurs. Donc voilà, la prochaine étape, c'est ça. Puis ensuite, ce sera le règlement des constructions qui va rentrer en vigueur comme tout projet privé. Isabelle Morgado, est-ce qu'on peut peut-être avoir un aperçu de ce à quoi va ressembler cette coopérative? On l'a entendu, il y a du coup des valeurs philosophiques aussi, une volonté de partager, mais le bâtiment, à quoi il va ressembler? Je sais parce qu'il y a notamment aussi des inquiétudes du côté de Burtigny concernant la construction, concernant les aménagements, la visibilité aussi. Qu'est-ce que vous souhaitez pour ces futurs logements? Alors, déjà des biens, des matériaux propres et durables, ça c'est important. On ne va pas faire du béton, ce qui n'est pas du tout envisageable, déjà pour nous coopérateurs, parce qu'on n'est pas du tout dans cette philosophie-là. Et puis, le bâtiment va donner entre 8 et 10 logements, comme vous l'avez dit, mais il y aura certainement une sorte d'appartement visite pour avoir des amis qui viennent. Ils auront de quoi rester là en soirée. Il y aura certainement un jardin. Ces jardins, est-ce que les autres habitants de Burtigny pourront justement en profiter ou pas? C'est exclusivement pour les coopératives? Alors, nous n'en avons pas encore discuté, mais tout est ouvert, évidemment. Hein. Je connais une bonne partie du village, des habitants du village, donc je m'entends bien avec tous ces gens, donc je pense que ça pourrait être aussi une option, effectivement. Ouais, la cohabitation et bien s'entendre, là c'est peut-être aussi une règle pour ces coopératives. Valérie Jean-Renaud, ces citoyens qui vont habiter dans ces logements, comment est-ce qu'ils seront choisis? Est-ce qu'il y a peut-être des règles? Quand on habite une coopérative, je pense qu'on est attiré par un art de vivre où il y a du lien entre les personnes. Pour le village, pour nous, c'était assez intéressant. Parce que bon, il ne faut pas se leurrer, on est quand même un village où les nouveaux habitants ne viennent pas aux fêtes, etc. Mais là, avec l'adoption de cet art de vivre, on imagine que ces futurs coopérateurs vont s'impliquer dans la vie du village. Ouais, peut-être même à la municipalité. D'accord, donc on pourrait avoir des nouveaux habitants qui viennent habiter dans ces logements ou c'est exclusivement pour des gens qui habitent à Burtigny? Non, comment est-ce qu'on choisit ces habitants? Alors, c'est pas nous qui choisissons, c'est pas la commune qui choisit. En fait, c'est les coopérateurs qui se choisissent entre eux. Oui. Ouais. Quels sont les profils que vous recherchez, du coup, si on peut le dire comme ça? Déjà, il faut avoir ses fonds propres, ça c'est déjà une grande partie. Mais après, c'est justement cette philosophie d'entraide, de partage, de coopération. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est que c'est des logements à loyer abordable.
Donc ça peut aussi être un point positif pour les personnes qui voudraient venir. Nous recherchons justement des futurs coopérateurs. Nous sommes que 4 actuellement, voire 6 dans ce projet. Donc effectivement, la porte est ouverte à toute personne qui se sent ouvert à ce genre de projet. Si vous ne trouvez pas les 10 personnes, qu'est-ce qui se passe pour ce projet ? On n'espère pas, justement. Hein. On espère que ce projet va donner goût à plusieurs personnes. Et bien, si ça ne se passe pas, c'est nous les coopérateurs actuels, qui devront payer le manque à gagner, comme on dit. Prochaine séance, justement, si on souhaite avoir plus d'informations, où est-ce qu'on vient et quand est-ce que ça sera ? Est-ce qu'il y a déjà peut-être des dates ? Alors, des dates ont été fixées, ont été données, mais pas fixées, parce que nous allons recevoir les futurs, Futurs coopérateurs. Non, pas les ingénieurs, mais les architectes, merci. Donc, depuis là, tout va s'enchaîner, en fait, après. D'accord. Dans prochaine séance en compagnie des architectes, Isabelle Morgado, Valérie Jean Renaud. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Merci. Très belle journée à vous deux. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Alexandre, alors dis-nous tout, d'où viennent ces sapins de Noël de notre région ? D'où est-ce qu'ils viennent ? Qu'est-ce qu'on en fait surtout ? Bonjour Maxime Schumacher. Bonjour. Merci d'être avec moi ici à Essertines-sur-Rolle, plus précisément dans la forêt, à côté du stand tir Gimel Essertines. Alors si vous m'avez amené ici, Maxime, c'est parce que je voulais justement vous poser la question, vous qui êtes garde forestier, membre de l'AGFOR, qui s'occupe des forêts de notre district, je voulais savoir, les sapins de Noël qu'on voit, qu'on va acheter dans nos communes, est-ce qu'il y en a certains, comme ici, ces sapins-là, qui servent justement, qui proviennent directement de nos forêts ? Alors oui, tout à fait, sur Essertines, donc les habitants sont venus samedi pour venir chercher leurs sapins, donc ils étaient coupés au fur et à mesure. Ouais. Et puis ils pouvaient choisir sur la petite pépinière qui est là derrière nous. Essertines, c'est la seule commune du district qui fait ça ? Non, alors il y aurait également la commune de Marchissy à ma connaissance, la commune de Bassin qui est sur commande, et puis les communes de Tartenien et Gilly prennent, mais simplement pour la commune. De toute façon, il n'y a que le service forestier qui donne l'autorisation d'aller chercher les sapins de Noël sur les propriétés. Oui. Et puis donc sur demande, on autorise ou pas, et puis après, suivant les demandes des communes, après on se charge d'aller chercher les sapins en forêt. Les forêts du lac, si on peut dire comme ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de sapins dans leur propre forêt, donc ils doivent de toute façon se servir ailleurs. Mais alors pourquoi pas directement dans une forêt à bassin ou à Levaux ? Alors ça, il faudrait que les municipalités regardent entre elles pour se coordonner. Et puis donc là, ces communes-là, en tout cas dans notre groupement forestier, quand on s'occupe de commander des sapins, on va chercher à la pépinière d'Audler qui se trouve à Boudry sur Neuchâtel. Oui. Et puis on passe commande et puis comme ça, ils viennent nous livrer dans la région. Votre avis là-dessus, vous qui êtes garde forestier, utiliser les sapins qui viennent directement de notre forêt, c'est bien pour en faire des sapins de Noël, ou bien est-ce qu'on peut encore dire qu'il ne faudrait pas trop les utiliser pour en faire des sapins de Noël ? C'est quoi l'avis d'un garde forestier sur cette question ? Alors vu le nombre qui sont pris par année, ça ne dérange pas du tout de se servir dans la forêt pour alimenter les foyers. Par contre, c'est clair qu'on a toutes les qualités, donc après il faut trouver le minimum de qualité qui plaise aux gens. Et c'est là des fois où le combat devient difficile. D'accord, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que souvent, dans nos forêts, les sapins poussent assez serrés. Donc ce n'est pas les beaux sapins de Noël qu'on connaît traditionnels avec des grandes branches. On a également le sapin blanc. Et ce qui est recherché pour les sapins de Noël, c'est plutôt le sapin de Norman. Ouais. Donc ça, c'est plutôt des arbres qui sont plantés en pépinière et qui sont éduqués pour la vente de sapins spécialement. Mais c'est vrai, on entend très souvent dire « Ouais, mais c'est pas écolo de couper les sapins des forêts pour en faire des sapins de Noël, il faudrait passer au sapin plastique. » Et puis des fois, on entend dire son contraire, que le sapin plastique est polluant. L'avis d'un garde forestier sur la question ? Alors, quand c'est fait de manière professionnelle, la récolte est faite de manière professionnelle, ça n'affecte pas les forêts parce qu'on va justement récolter là où il y en a beaucoup. Donc on va également aussi éduquer la forêt pour qu'elle puisse se développer. D'accord, donc vous seriez plutôt à dire plutôt vrai sapin que sapin en plastique ? En tant que forestier, évidemment. Ouais, ah bah oui, parce que ça vous donne de l'activité. Exactement. Finalement, c'est ça. Et puis ça fait votre métier. Ça fait longtemps que vous travaillez, vous, sur l'exploitation de coupes de sapins pour des sapins de Noël dans la région. Pour la commune d'Essertines, ça fait plus de 20 ans qu'ils ont ces 2 petites pépinières qui est faites pour ça, si on peut appeler. Oui. Donc ça fait 20 ans qu'ils font cette récolte-là. Et puis pour les autres communes, depuis
c'est une tradition. Et puis même à l'époque, c'était quelque chose qui était assez fort. Ouais. C'est vrai qu'avec le temps, c'est quelque chose qui a diminué un petit peu. Il faut savoir que c'est aussi très onéreux de faire ce travail-là, parce qu'il faut les planter, il faut les entretenir chaque année. Et cela coûte cher, évidemment, à la communauté. D'accord, ça coûte cher à la communauté de faire tout ça. Et c'est pour, vous dites ça a diminué, c'est-à-dire que finalement on vient moins se servir dans nos forêts pour faire des sapins de Noël ces derniers temps, c'est ça? Oui, exactement. Donc, les gens vont plutôt les chercher en magasin, donc, vu que maintenant on en trouve partout. Et puis ils passent moins en forêt où on a moins de demandes aussi de particuliers. Donc vous, ce que vous essayez de développer, notamment avec la G-Force, c'est de dire, en fait, on peut le faire nous-mêmes et on peut avoir une vente directe de forestiers justement et de communes à citoyens directement dans leur salon, c'est ça? Exactement. Donc il faut savoir que en principe, sur certaines communes, les sapins sont offerts. Donc c'est la commune qui offre les sapins à ses habitants. Ouais. Et puis d'autres communes comme Essertine, donc ils vendent 15 francs de sapin. Et puis en fait, ça va servir à une association où ils reversent l'argent à une association. Ouais. Donc c'est plutôt de bonne facture. D'accord. Merci Maxime Schumacher pour toutes ces informations. Du coup, j'ai envie de vous souhaiter bon mois de décembre, mais surtout bonne découpe de sapin, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités pour vous là en ce moment. Alors là, on a fini ce week-end-là, donc maintenant c'est terminé, les sapins de Noël sont terminés. Ah, il nous en reste quelques-uns. Bon. Si certaines personnes veulent encore venir se servir, c'est avec plaisir qu'on les accueille. Mais ça y est, mi-décembre, effectivement, Andrea, les sapins sont faits. J'espère que le tien aussi. Maxime, joyeuses fêtes. Merci à toi aussi. Et à bientôt. À bientôt. Allez, bonne journée, Andrea. Ciao, ciao. Et on ouvre à présent notre page de sport en votre compagnie, Stéphane Ivanovic. Bonjour, vous êtes le coach du BBC Nyon. On revient notamment au match de ce dimanche dernier au Rocher. Un match compliqué, défaite face à Massagno à domicile, 62-81. Quelle est votre analyse, Stéphane, déjà de ce match? C'était un match compliqué hier soir. C'est vrai, Massagno, c'est une des meilleures équipes du championnat. Nous, on est un peu en cours d'effectif. Je crois qu'on a eu un bon début et on a essayé de se battre dernier quart-temps aussi comme on a pu. Ça n'a pas été assez hier, mais bon. On fait ce qu'on peut pour l'instant et je dois, en tout cas pour l'instant, féliciter mes joueurs pour la saison qu'ils sont en train de faire. Ouais, c'est vrai que c'est une période assez compliquée, si on parle notamment des absences, des blessés aussi du côté de vos Américains, Gates et Brooks. On a l'impression que là, il n'y a rien qui joue en votre faveur. Bon, c'est vrai, on n'a pas eu de chance avec Brooks, surtout en début de saison. Il n'a pas fait un seul match de saison régulière parce qu'il s'est blessé au genou. Vu qu'on a un petit club, on n'a pas pu le remplacer, mais la décision qu'on a prise avec le président, c'est d'essayer de le remplacer maintenant en janvier. Et je pense que c'est vraiment une nécessité que le groupe, que l'équipe est là. Parce que, comme j'ai dit, en l'absence de joueurs importants, l'équipe se soude et puis ils font de leur mieux pour compenser ces joueurs qui manquent. Mais à la longue, ils ont aussi besoin de renfort, d'un nouveau souffle, nouvelle énergie qui arrive. Ouais, est-ce que justement, ces nouvelles recrues, comment ça se passe justement peut-être leur cohabitation? Est-ce que vous êtes toujours satisfait de vos choix? Quelle analyse vous faites justement par rapport à ces piliers aujourd'hui d'équipe, comme vous les appelez souvent? Écoutez, on a encore une fois essayé, en vue de l'année passée, on a eu 2 Américains qui étaient de très très bons gars, on va dire, commençant par ça, très bien élevés, disciplinés, qui veulent travailler. On s'est lancé dans le même profil de joueurs. Et à ce niveau-là, on n'a vraiment aucun souci. Juste, voilà, les blessures, ça fait partie du sport. Celle de Brooks, elle est plus embêtante parce qu'elle est très longue. Gates, il devrait revenir bientôt, espérons, et puis on continue à travailler. Donc forcément, faute de malchance, on le comprend. Pour le moment, vous êtes 5e au tableau, pile au milieu. Donc là, on peut se dire tout est encore à jouer et à faire. On garde espoir. Bien sûr, bien sûr. Déjà, le premier tour, je crois qu'on a un calendrier assez difficile. La première partie du tour, c'est contre les meilleures équipes du championnat. Et la deuxième partie, contre les équipes on va dire, plus de notre rang. On a fait un très très bon premier tour. Voyons si on réussit à continuer dans cette ligne dans le deuxième. Alors on se rappelle que l'été dernier, pour des raisons financières, le BBC Nyon a failli être relégué. Finalement, vous avez réussi à rester en LNA. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, toutes ces incidences financières, toutes ces complications financières aujourd'hui se ressentent dans vos équipes? Bon, écoutez, on a eu un budget attribué en début de saison et puis on a fait vraiment, je crois, au mieux qu'on a pu avec ce budget-là. Mais ça a eu un impact sur l'équipe aujourd'hui, cette difficulté financière? Dans l'équipe, on essaie de se concentrer sur la partie sportive. Avec les joueurs qu'on a, on fait au mieux et je suis vraiment très content du groupe qu'on a réussi à mettre ensemble. Et voilà, à part
le renfort que j'espère va arriver tout bientôt. Pour le reste, je suis très satisfait avec. Parlons un petit peu de cette Coupe Suisse qui n'ira malheureusement pas plus loin pour vous depuis votre défaite en 8e de finale face à Puy, mais vous jouerez les quarts de finale de la Coupe de Ligue face à Massagno à nouveau le 20 décembre. Comment vous allez préparer ce match du coup? Parce que forcément, vous avez été sur le terrain, il y a pu un peu avoir un tour de chauffe. Quels sont peut-être les éléments à corriger? Il y a surtout des situations de poste bas chez Massagno qui sont beaucoup plus grands que nous à tous les postes, qu'il faudra qu'on change un peu tactiquement, qu'on essaie de trouver d'autres solutions pour les déjouer. C'est là qu'ils nous fait le plus mal. Les rejouer dans 10 jours, je crois que c'est quand même un challenge d'essayer de faire mieux. Comme j'ai dit, c'est une très bonne équipe. Au Tessin, c'est encore plus difficile à les jouer. Ouais. Mais voilà, j'espère que l'équipe est là. On appelle Lyon à vous rejoindre, forcément, et à venir vous soutenir au bord du terrain. Ça serait magnifique. Mais en tout cas, je pense que c'est un très beau challenge. J'espère que les joueurs sont prêts à le relever et puis avoir la mentalité qu'il faut pour affronter ce match. Bien, nous, on est derrière vous. Un petit mot sur l'actualité, Stéphane Ivanovic, puisque le nouveau président du Swiss Basketball a été nommé ce week-end en la personne d'Andrea Siviero. C'est l'ancien président de Union Neuchâtel. Est-ce que c'est un bon choix selon vous? Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, je ne le connais pas personnellement. Bien sûr que je vois qui c'est. Et puis, on n'a pas eu accès à son programme et à ses idées non plus. Ils ont exposé ça lors de l'Assemblée pour tous les délégués qui ont eu droit de vote. Mais c'est une personne avec beaucoup d'expérience dans le basket suisse. Et puis, j'espère juste qu'il va continuer à développer notre sport au mieux possible. Peut-être organiser une rencontre sur le terrain du BBC Nyon et chez nous à Nyon. Stéphane Ivanovic, coach du BBC. Merci d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous. À très bientôt et bonne chance pour ce match du 20 décembre. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme.